Nous voyons les Allemands arriver, ça nous est clair que c'est pour nous. Nous sommes séparés de ma mère et de mon petit frère. Il était clair qu'il ne pourrait pas s'enfuir. Et moi, le cousin, nous fuyions par les toits. En février, les toits étaient enneigés. Il fallait arriver de l'autre côté à l'autre maison et passer de nouveau par le toit. C'était presque impossible, mais c'était de toute façon la seule alternative et nous l'avons fait. Eliezer Lev Tzion, vous vivez à Jérusalem, vous avez une vie très chargée, vous avez été résistant, vous avez aussi participé à la création de l'État d'Israël. Je voudrais avec vous qu'on revienne sur les grandes étapes de votre vie. Alors, vous êtes né donc à Berlin, en Allemagne, en 1927. C'est ça, et pas comme Eliezer Lev Tzion, à Berlin, je suis né Oskar Levinsohn. Levinsohn en allemand, c'est fils de Lévi. Alors, Oskar Levinsohn, vous vivez dans une famille, votre grand-père est président de Leipzig. Vous êtes une famille très active dans la vie juive en Allemagne. En 1933, vous êtes un enfant, mais vous vous souvenez de l'arrivée des nazis au pouvoir? J'ai toujours su que mon grand-père, qui est décédé avant que je naisse, il était président de la communauté à Leipzig. Il était religieux pratiquant. Ma mère a abandonné tout ça. Mon père n'a aucun poids dans ma vie parce que c'était un mariage de conformité, parce que ma mère était l'aînée de 3 filles. Il y avait 3 filles et 2 garçons. Elles étaient déjà fiancées. Elles ne pouvaient pas se marier parce que ma mère était l'aînée et personne ne se marie tant que l'aîné n'est pas marié. Alors, ils l'ont marié dans un mariage comme ça, de forme à Berlin. Donc, le monsieur Levinsohn, pratiquement jamais eu de contact ni de rapport avec lui. Vous arrivez en France enfant avec votre mère, votre père a été déporté? Je ne sais pas, lui, il a disparu. Il était juif, journaliste et socialiste. Alors, les Allemands ne l'ont pas supporté longtemps. Il a disparu. Et nous avons fui en France avec ma mère, qui était enceinte au 8e mois. Et mon petit frère, Marcel, est né à Lyon. Vous vivez en France, vous êtes un enfant juif allemand, et la guerre est déclarée, l'occupation, et vous avez des souvenirs de cette enfance? Pour le dire en peu de mots, de 1933 jusqu'en 1936, nous sommes clandestins, illégaux en France. Et la police française n'est pas mauvaise du tout. Alors, ma mère a trouvé une chambre dans une pension louche, une pension à heure. On pouvait louer une chambre pour 1 heure ou 2, etc., en payant pour beaucoup plus longtemps. Et donc, elle devait gagner notre vie. Et nous étions clandestins, elle ne pouvait rien faire d'officiel. Elle avait une formation médicale, ma mère, comme médecin de famille. Et mon frère est né 1 mois après que nous sommes arrivés à Lyon. Et
Nous avons passé toutes nos journées ensemble. Ma mère disparaissait, il fallait qu'elle gagne notre vie. Elle travaillait naturellement dans une blanchisserie juive à Lyon parce qu'elle n'aurait pu trouver aucun autre travail. Donc jusqu'en 1936, j'ai élevé mon frère et nous avons vécu intensément ensemble quand j'avais 6 ans et lui avait 6 jours. 33-36, ça se passe comme ça. 36, Léon Blum, juif, chef du gouvernement, donne la possibilité d'exister à tous les juifs. Je me rappelle ma mère arriver à la maison avec notre carte d'identité d'étranger, ça fait un accordéon avec des tas de facettes. Nous étions tout heureux d'être enfin officiels. Et ma mère est devenue chef du service social du comité aux réfugiés de Lyon, rue Sainte-Catherine. Et j'ai pu aller à l'école. Je suis arrivé en classe, j'avais 9 ans. Léon Blum, grâce qu'il soit béni, que sa mémoire soit bénie. Et 39, c'est fini, c'est la guerre et la France interne les réfugiés juifs comme étant allemands, combattants allemands, ridicules naturellement parce que personne n'était plus antifasciste et anti-allemand que nous, réfugiés d'Allemagne, mais la France nous a considérés comme des Allemands et des ennemis. Et les années commencent. C'est la guerre et ensuite l'occupation allemande avec la participation de la France. Racontez-nous comment vous rentrez aux éclaireurs israélites. Mon destin, c'est de toujours arriver partout et pas par les filières formelles. Vous avez entendu parler de Chameau, je suppose. Oui. Chameau, c'était un professeur d'université de, je ne sais pas où, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, je ne sais pas, qui a impacté sa famille dès qu'il y a eu la restriction du personnel juif dans les universités. Et Chameau est allé directement proviseur de l'université. Les juifs ne sont pas bienvenus chez vous, je suis juif, alors voilà la clé de mon bureau et voilà ma blouse, je vous libère de ma présence. Et il a pris sa femme, 2 bébés, Michel et Ruth, et il s'est installé dans une ferme délabrée. Il a commencé à y travailler, il a mis des billets dans les bureaux juifs. Je me rappelle, je suis allé voir ma mère au bureau d'assistance aux réfugiés et j'ai vu un carton au tableau d'affichage et c'était déchiré. Ça m'a attiré l'attention sur ce papier. C'était écrit, jeune juif, si tu ne sais qui tu es ni quoi faire, viens à saluer. C'est ce que j'ai fait et c'est comme ça que je suis entré en rapport avec les EI, puisque Chameau était chef EI. Effectivement, il nous a formés. Je suis devenu juif, je suis devenu pratiquant, je suis devenu conscient de mon judaïsme. L'atmosphère n'était pas sioniste, mais nous avions conscience qu'il existe un pays de nos pères en Palestine et que des pionniers s'y étaient installés pour essayer de le refaire à la vie, de le faire revenir à la vie. Vous êtes très jeune et pourtant vous rentrez dans la résistance. Vous faites des faux papiers, je crois que vous avez été arrêté et emprisonné pour les faux papiers. Non, il ne faut pas mélanger les choses. J'ai été emprisonné en Ardèche, dans un camp, pendant 4 mois. La France n'a tué personne. Vraiment n'a assassiné personne. Mais par contre, elle a aidé des tas de gens à mourir. Les conditions dans ce camp étaient abominables. Pour quelle raison vous avez été arrêté? Pour quel motif? Il y a eu des avis affichés dans les rues de Lyon que tous les Juifs avaient à se présenter à l'aérodrome de Bron. Et j'y suis allé avec ma mère et mon petit frère. Et ma mère et mon petit frère ont été libérés. Et moi, je me suis offert 4 mois de camp. Après 4 mois, ils m'ont libéré. Ils ont constaté que j'étais trop jeune. J'étais
en dessous de l'âge où on était censé nous incarcérer. En tous les cas, je suis sorti de là, je sors de ce camp, j'ai rien à faire, etc. Et déjà, les persécutions commencent et automatiquement, je me mobilise, je connais quelqu'un qui me dit « tu peux nous aider », etc. Et je me mobilise dans la résistance, qui ne fait qu'une seule chose, la résistance. C'est la nôtre. Sauver des gens. Fournir des faux papiers à tout juif et à chaque juif. Les changer de lieu d'habitation, là où ils sont connus comme juifs, et d'en disparaître, de chercher d'autres lieux sous les fausses identités, etc. C'est une opération énorme. Il faut trouver les gens, il faut leur fournir leurs fausses identités, il faut leur chercher où habiter, les transférer dans ces endroits-là. Et beaucoup de gens n'ont plus de moyens et de toute façon, les vivres sont rares, tout est rationné, tous les papiers, les cartes d'alimentation paraissent chaque mois sous une autre couleur. Ça veut dire que si vous n'avez pas de carte d'alimentation et si vous n'êtes pas Rothschild qui peut rester en vie grâce au marché noir, eh bien, vous êtes foutu. C'est tellement peu que si on n'a pas ça, on s'écroule sur les trottoirs. C'est le minimum vital absolu. Et donc, il faut, chaque personne que tu as transférée quelque part, etc., il faut chaque mois y revenir et leur fournir les faux papiers, les fausses cartes d'alimentation. Et l'argent, beaucoup de gens sont restés sans un sou, qui avaient de l'argent en son temps, ou des joyaux, des bijoux, tout ça, c'est parti. Vivre illégalement, c'est cher. Vous vivez dans l'illégalité. Oui. Vous avez des faux papiers. Évidemment. Et vous passez des enfants d'un endroit à l'autre. C'est tout ce qu'il faut pour sauver des gens. Et il y avait peu de garçons dans cette résistance parce que nous nous promenons avec un Brit Mila. Un Brit Mila, à cette époque, c'était un danger supplémentaire, un péril grave. Si quelqu'un le constatait, c'était foutu. Même avec des papiers de docteur que tu as été circoncis pour raison médicale ou d'un abbé quelconque qui certifie que vous avez changé de religion, etc. Ça n'y fait rien. Un Brit Mila, c'est une catastrophe. Donc, c'est surtout des petites jeunes filles qui font le travail de sauvetage. Les garçons vont dans la clandestinité, ils vont au maquis, ils vont à la résistance, ils vont combattre quelque part. Ah, pourquoi vous avez pris ce risque? C'est ma nature. J'ai toujours été très conscient de la valeur de chaque personne, de chaque enfant. Et j'étais très sensible. Ma mère m'a orienté dans ce sens. Tu parles bien français, tu te débrouilles bien en France. Donc, automatiquement, quelqu'un m'a dit tu peux faire ceci, tu peux faire cela. C'était dans mon caractère de travailler pour sauver des gens, etc. En 1944, c'est le tournant de votre vie, l'arrestation de votre mère, de votre petit frère. Oui, ma mère et mon petit frère ont été arrêtés, j'étais là. Et avec un cousin, les Allemands arrivent, les trois, je me rappellerai de toujours, les trois tractions avant noires qui entourent la maison. C'était une maison pas très grande, un étage au-dessus du rez-de-chaussée. Nous étions en haut. Nous voyons les Allemands arriver, ça nous éclaire que c'est pour nous. Nous nous sommes séparés de ma mère et de mon petit frère. Il était clair qu'il ne pourrait pas s'enfuir. Et moi, le cousin, nous fuyions par les toits. Les toits, c'était en février, les toits étaient enneigés. La maison s'arrêtait sur une petite impasse. Il fallait
arriver de l'autre côté à l'autre maison et passer de nouveau par le toit. C'était presque impossible, mais c'était de toute façon la seule alternative et nous l'avons fait. Le maître de la maison, c'était un charpentier et il nous a dit « fuyez ». J'entendrai toujours sa voix « fuyez, je ne les laisserai pas entrer tant que je serai en vie ». Et il s'est mis à tirailler à travers la porte, donc avec les détonations, cadres qui nous poursuivaient, nous avons fui par les toits. Vous n'avez jamais revu votre mère ni votre frère. Quand est-ce que vous avez su quel sort leur avait été réservé? Je savais ce qui allait leur arriver. Vous me faites penser à cela, c'est abominable parce que non seulement ils ont péri, mais ils ont péri dans un chemin, tout ce qu'il y a de plus abominable. J'ai retrouvé leur nom dans un convoi sorti de Drancy, le convoi 69 sorti de Drancy, vers Auschwitz naturellement. Et ma mère et mon petit frère y sont dans la liste. Vous reprenez le combat dans la résistance, vous racontez dans vos mémoires que vous avez espionné pendant 2 mois, vous avez été un espion. Vous me rappelez des choses, bon, ben, je peux échapper à la mémoire de la mort horrible de ma mère et de mon frère. En tous les cas, oui, ben, elle m'en manquait de traducteurs. Ils étaient partout, les Allemands. C'était une occupation intense et ils avaient besoin de gens parlant allemand et français pour leur traduire. Et la résistance m'a expédié à Caussade, près de Toulouse, Montauban, où il y avait quartier général de 2 divisions SS, das Reich et der Führer, 2 divisions SS. Je me suis inscrit comme Alsacien et allemand-français comme langue. Je me suis installé chez un charpentier résistant qui m'a fourni l'équipement, surtout le juste au corps des charpentiers avec la grosse ceinture, les clous, le marteau, la scie et une tenaille à la ceinture. J'ai à peine travaillé 2 jours que les Allemands sont arrivés et m'ont appelé par mon don du moment. J'ai changé 6 fois d'identité. C'est tout juste si je me rappelle mes faux noms. En tous les cas, oui, Besson, ça hurlait. D'en bas, bon, je suis descendu. Il y avait un officier de soldats dans une Jeep. Et l'officier commençait à gueuler pour combien de temps il faut vous entendre en allemand, naturellement. Et j'ai dit, j'aurais voulu vous voir descendre du toit là-haut sans escalier. Combien de temps ça vous aurait pris? Et les 2 soldats étaient tout contents que l'officier se soit fait rembarrer. Voilà. Effectivement, j'ai espionné pendant 3 mois, je crois. Vous étiez juif allemand au sein d'une unité SS comme traducteur. Oui. Vous n'avez pas peur qu'on découvre votre véritable identité? J'étais beaucoup trop occupé pour avoir peur. Dommage que je les ai conquis. Je joue de l'harmonica. Je connais toutes les vieilles chansons allemandes que ma mère me chantait quand j'étais bébé allemand. Hein? Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten, etc. J'ai un répertoire énorme de chants allemands et je me suis mis à jouer de l'harmonica en route et ils se sont mis à chanter avec moi. C'est les mêmes chansons qu'ils ont appris eux dans leur enfance. Et ils ont complètement oublié que je ne faisais pas partie de l'équipe.
Et du coup, je les ai accompagnés. Bon, c'était surtout quand ils allaient fouiller dans les fermes du haut, du grenier jusqu'à la cave pour chercher ce qu'ils cachaient, parce que en principe, tout devait être remis aux Allemands, forcément. Bon, et après ça, on allait dans leur club, manger quelque chose et boire une bière. Et là, du coup, ils ont raconté à tout le monde. Le gars qui vient avec nous, il connaît toutes les chansons. Je me suis mis à jouer de mon harmonica et hop, tout le monde était parti dans les vieilles chansons de leur enfance. Ils ont complètement oublié que je ne faisais pas partie. Et du coup... Et donc, vous pouvez donner des renseignements à la résistance. J'ai pu rassembler beaucoup de rassemblements que je remis naturellement le même jour, le même soir. Vous êtes un héros de la résistance. Non, Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous faisiez, c'était quelque chose d'exceptionnel? Non, c'était pas exceptionnel, c'était normal dans les circonstances. Je parle français, allemand, anglais, hébreu, et encore yiddish, et encore quelques langues. Je sais jouer les pièces de théâtre sans avoir jamais monté sur scène. La scène, c'était la vie. J'étais tellement occupé à me préoccuper des tout petits détails, quoi faire, quoi dire, quoi ne pas faire, pour ne pas dire, etc., pour ne pas éveiller de soupçons, etc. Et surtout, me cacher derrière les chansons. Le chant a été ma meilleure cachette. J'ai jamais pensé à me laisser aller à la peur. Évidemment, le danger est toujours là, mais on est occupé à faire son travail et pas à penser au danger. Peu de temps après la guerre, vous décidez de faire votre alia et affronter de nouveaux dangers. Partez dans un bateau illégal, le Champollion. On est en 1946, l'alia illégale. Vous décidez de venir combattre. Vous auriez pu rester en France, faire des études. Qu'est-ce qui vous décide à partir? Ça va plus loin que ce que vous dites, parce que je me rappelle toujours cet instant sur le Champollion, quand nous quittons la rade de Marseille, et je vois la distance entre la côte qui reste là et le bateau qui s'échappe. C'était tellement conscient que je quitte l'Europe. Je laisse l'Europe, je laisse la France, je laisse ma jeunesse, je laisse mon enfance, je laisse mon monde allemand, je laisse tout et je m'en sépare et je vais dans le pays d'Israël. À partir de là, je débarque, automatiquement je vais au kibbutz, un kibbutz qui parle français. Ça s'appelait le Neve Ilam. Cet endroit, c'est une montagne près de Jérusalem, au-dessus de l'entrée de la vallée vers Jérusalem. Nous sommes en 1946 sous mandat britannique. Nous arrivons avec notre camion 31 pionniers. Nous arrivons à Neve Ilam et Ben Gurion nous attend. Au bas de la montagne, il n'y a rien, il n'y a que des rochers. Et Ben Gurion nous dit, bâtissez votre kibbutz et bâtissez une forteresse pour qu'on puisse garder la route pour Jérusalem. Et il s'en va. Nous sommes restés 10 ans. Nous avons construit notre kibbutz, défriché des rochers, bâti des terrasses, bâti des forteresses tout autour. Nous avons été cités à l'ordre d'Israël pour notre conduite pendant la guerre de libération. 3 d'entre nous sont tombés pendant la guerre. Pendant la guerre, vous prenez les armes aussi. Vous n'êtes pas seulement en train de travailler la terre, mais vous prenez les armes et vous allez continuer après la guerre d'indépendance. Vous avez une longue carrière dans l'armée. Vous posez ça très en clair. Nous construisons une forteresse. Nous faisons la garde. Nous travaillons de jour, nous faisons la garde la nuit. Et quand un convoi passe, un convoi pour la route de Jérusalem, nous prenons ce que nous avons comme bonnes armes et nous avons 7 bons fusils.
En général, ce que nous avions comme armement, c'était catastrophique. Mais nous avions 7 bons fusils. Pour les avoir, nous nous sommes engagés dans la police anglaise, Jewish Settlement Police. Et donc, la police de garde, soi-disant, des installations juives. Hein? Nous avons 7 bons fusils. Attendez, il y a 2 fusils canadiens plus longs. Il y a 4 fusils anglais. Ils sont tous bons. Et il y a un fusil Mauser allemand avec une croix gammée. Imaginez, pour nous, de prendre en main un Mauser avec une croix gammée pour combattre, c'est incroyable. Donc, pour aider les convois à passer, nous prenons position en face de la vallée de l'autre côté et nous sommes au-dessus d'un village arabe et nous pouvons contre les résidents du village arabe qui tirent sur le convoi et nous les empêchons de tirer sur le convoi. Parce que quand on tire et qu'on voit la flamme détonation, tu vises pour que ce soit la dernière balle qu'il tire. Très, très effectif. Ah, voilà, c'est de Veylan. Il y a un moment où vous vous dites il est temps que je fonde une famille, que j'ai un métier, que j'arrête de faire la guerre, ou vous voulez continuer toujours à vous battre? C'est la guerre qui ne s'arrête, c'est pas nous. Les combats cessent, l'État d'Israël naît officiellement et nous vivons en pionnier, effectivement, mais une vie tout à fait valable. Vous êtes arboriculteur. Évidemment, c'est mon métier, c'est ma spécialité, les arbres. Les arbres. Planter des arbres en Israël. Et si vous parlez d'arbres, il vous faut encore une petite heure parce que toute ma vie en Israël est liée aux arbres. À Neve-Ilan, j'étais responsable des plantations et pour nous, la plantation d'arbres, c'était la chose la plus importante. J'ai jamais vu de fruits de mes arbres. J'ai jamais eu cette chance. Pour 36 000 raisons, mais ça n'a pas d'importance. Et ensuite, je passe au Negev et je dirige les pépinières du Keren Kayemet. Je produis 4 à 6 millions d'arbres par année et que je répands dans toute la région. Keren Kayemet. Vous êtes, Eliezer, un symbole de l'État d'Israël. Vous avez des millions d'arbres dans ce pays sont produits de vos mains. Vous allez être aussi directeur d'un Merkaz Klita, d'un centre d'intégration à Dimona. J'avais un beau-frère très charmant qui m'a envoyé une fois une carte quand j'ai été nommé directeur d'un centre d'intégration. Et la carte, c'était moi avec des bottes et sécateur en main, un arrosoir de l'autre main. Et en haut, c'est marqué « Od echad niklat ». Ça veut dire « encore un qui a pris racine ». Les nouveaux arrivants au centre d'intégration, pour moi, il m'a fait cette caricature dans les pots que j'arrose. Il y a des silhouettes comme ça de gens et il faut dire que encore un qui a pris racine. J'ai commencé par diriger le centre à Dimona, ensuite j'ai pris le centre important à Beersheva. Et pendant la guerre de Kippour, j'ai ouvert 3 centres d'intégration à Arad. Parce que le bon Dieu des Juifs, c'est un bon Dieu extraordinaire, il fait toujours ce qu'il faut quand il faut. Pendant la guerre, les hôtels 5 étoiles sont vides. Et les Russes vont nous aider pour nous mettre à plat. Ils nous envoient des quantités, tout d'un coup, des quantités de jeunes couples avec un enfant de Russie. Et ils arrivent tous là, où est-ce qu'on va les mettre? On va faire des centres d'intégration dans les hôtels 5 étoiles
d'Arad et d'autres endroits. Voilà ce que j'ai fait pendant la guerre de Kippour. J'étais mobilisé sur place. Tout le monde fait partie de mon histoire, y compris le bon Dieu d'Israël. Eliezer, qu'est-ce que vous voulez transmettre comme message aux jeunes générations, aux futures générations? On me demande souvent comment tu fais pour tout ce que tu as vu, tout ce que tu as passé. Tu vois la vie d'une manière positive. Et je dis toujours, il faut faire pour réaliser ce à quoi on croit. Tu es là, la situation est celle-ci ou celle-là, réfléchis, quelle est ta part à toi dans le jeu et fais ton travail de la meilleure façon possible. Et à partir de là, tu as la satisfaction de savoir que tu as fait ce que tu as pu au moment même, dans les circonstances du moment. Et ensuite, si Dieu le permet et que tu deviens vieux comme moi, tu peux être content de ce que tu as fait dans la vie. C'est tout. Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura. La journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme. Que la mémoire de ceux qui ont été exterminés soit bénie et éternelle.